à M. Julien Marclin, diplômé de psychologie sociale à Sorbonne et d'économie à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a mené une première vie d'économiste de renom et surtout, il mène depuis longtemps une vie d'écrivain et d'éditeur de portée majeure au niveau national et international dans le domaine de la science-fiction. Il a créé et est responsable depuis 1969 de la célèbre collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont. Il est l'auteur notamment de plusieurs romans. Le premier, Le Gambit des étoiles, je crois que c'est le premier, et sous le pseudonyme notamment de Gilles d'Argir, la trilogie La saga d'Argir, avec qui inclut le volume Les Voiliers du Soleil, où je crois que là vous discutez la paternité du concept, me semble-t-il. Le titre de son intervention est L'inconscient et la science-fiction. Merci. Alors, la science-fiction a sûrement beaucoup à voir avec l'inconscient, comme toute littérature de l'imaginaire. Mais il faut tout de suite se poser la question de savoir de quel imaginaire on parle. Un philosophe, Guy Lardreau, distingue l'imaginaire issu de l'imagination, qu'il considère comme un imaginaire assez pauvre, et l'imaginaire issu de l'entendement, c'est-à-dire de la réflexion, de la compréhension et du savoir. Il rattache au premier l'imaginaire assez pauvre de la littérature, y compris fantastique, et au second l'imaginaire de la science-fiction. Bien entendu, dans les deux cas, ça travaille l'inconscient, et l'inconscient travaille avec ce qu'il sait. L'entendement est parfois plus ou moins nourri de science. Alors, regardons rapidement ce que Jacques Lacan a dit là-dessus. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout lacanien, même s'il m'arrive de le lire et d'y trouver des perles. Le propos de Lacan, qui ne laisse pas ignorer qu'il connaît peu la chose, est cependant subtil et sur plus d'un point pertinent. En voici quelques extraits. La science-fiction, dit-il, il existe une différence entre la science-fiction et le fait d'aller sur la Lune. On y est réellement allé, là-haut. Que veut dire effectivement la science-fiction? Que coince-t-elle d'autre que l'autre? Remarquons que sans science, il n'existe pas de science-fiction. Le vaste déchaînement du savoir-faire, et pas n'importe lequel, a enchaîné la science-fiction. Or, ce rapport n'est pas simple, puisque celle-ci, la science-fiction, n'est pas prise au sérieux. Mais qu'est-ce que les gens prennent au sérieux en dehors de leur existence? Qu'est-ce que le roman science-fiction? Je ne le sais pas, de le lire, donc de le dire, je n'ai pas le temps. Il n'empêche pas de dire des choses assez profondes à mon sentiment. Voyez-vous, la science-fiction ne se constitue que de ce qu'elle déconstitue, c'est-à-dire d'un inconscient dont on ne sait rien, sauf qu'il est structuré comme un langage. Il faudra bien qu'on comprenne un jour que la science-fiction ne peut se constituer que de ce qu'il exclut, car enfin il est frappant qu'elle ne serve qu'à exprimer des structures inconscientes absolument particulières. Elle est abordée par le discours scientifique, à ceci près qu'il lui est impossible de le réaliser pleinement, car le discours scientifique, lui, méconnaît l'inconscient. L'inconscient est le témoin d'un savoir, en tant que pour sa plus grande part, il vient à l'être parlant. La science-fiction est ce qui articule des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que la science supporte de savoir énoncer. La science-fiction, c'est le mystère de l'être parlant. Certes, ce discours scientifique, entre guillemets, a quelque chose à voir avec le savoir. La question qu'il pose, c'est celle de l'introduction de la différence dans le champ de la jouissance par l'autre et non de l'autre. Si l'inconscient nous a appris quelque chose, c'est que quelque part dans l'autre, ça sait, et que nous ne pouvons recueillir que des bribes de ce savoir. Personne au monde ne peut donc parler de la science-fiction et en dire quoi que ce soit de sensé et d'intelligent.
j'adhère pour ma part à cette proposition. Le monde de l'être plein de savoir n'est que le rêve du corps dont il parle, car il n'y a pas de sujet connaissant. Il peut y avoir jouissance de parole, et la science-fiction, c'est peut-être cette jouissance-là, la parole sans le savoir, le monde sans autre connaissance que celle qu'il rêve, celle de l'autre. Bon, vous avez reconnu, et en termes finalement assez clairs, les habitudes langagières de Lacan. J'ai été à la fois surpris quand j'ai découvert ce texte. Il avait été interrogé sur la science-fiction pour vous c'est quoi, par sa conviction d'une part et d'autre part par sa pertinence. Alors on va passer maintenant à un examen de textes de science-fiction, pour la plupart anglo-saxons, ce que je déplore un peu, d'autre part relativement anciens. Et si j'avais étendu le travail que j'ai fait dans les années 1980, vous en aviez pour 7 ou 8 heures au bas mot, ou bien peut-être une année de cours entière. Alors, par ailleurs, je vais être obligé de me livrer à un exercice que je n'aime pas, qui est de lire ou de lire à moitié un texte. Alors je préfère toujours improviser sur des notes. Mais là, après que j'ai fait des tentatives, je me suis aperçu que c'était trop compliqué. Qu'est-ce que vous voulez, mon cerveau a des limites. Donc, la science-fiction, oui, le texte initial, que je raccourcis pour les besoins de cette cause, s'appelait « Mort aux gardiens de la loi ». Ça, c'est très important. Retenez-le d'un bout à l'autre. La science-fiction, dont les scènes se situent par vocation où personne n'est jamais allé, les autres planètes, le futur, les univers parallèles, etc., ne va pas se priver de décrire les profondeurs d'un esprit. Il y a là un fantasme au carré. Toutes les histoires de science-fiction traduisent ou trahissent un désir d'omnipotence. Voyager dans l'espace ou dans le temps, remanier la causalité, c'est s'imaginer investi de grands pouvoirs, même s'il se légitime de la rationalité, voire de la science, et au terme de ces exploits aboutir à l'échec, c'est encore affirmer leur possibilité. Dans les histoires de voyage dans l'inconscient, je vais évoquer une histoire de voyage dans l'inconscient que j'ai appelée de mirage, l'histoire de mirage. Cette omnipotence feint de se dévoiler en se donnant pour champ son origine même, le domaine du psychisme, travaillé, structuré, fragmenté par le désir, dont une modalité importante consiste en les obstacles qu'il s'oppose. Ainsi est-il du désir d'omnipotence qui se maintient dans la durée, c'est-à-dire dans le présent et dans l'expérience, qui ne se maintient dans la durée que par sa dénégation reconduite. L'omnipotence immédiate, ce serait l'abolition du désir, y compris l'omnipotence. Dans chacune des nouvelles que je vais évoquer, et qui sont prises un peu au hasard, il y a une immense population, et dans bien d'autres textes, le désir et l'histoire résultent, à mon sentiment, de la répétition d'une expérience primordiale, celle de l'élaboration d'un fantasme de maîtrise. Dans la plupart des œuvres de science-fiction, l'homme s'affirme, après certaines épreuves structurantes soigneusement choisies puis élaborées, comme devenant le maître, éventuellement déchu, de l'univers. Ici, il se pose avec les mêmes risques comme devenant maître de lui-même, de son univers intérieur. Le choix de l'obstacle principal de l'adversaire a donc se révélé particulièrement significatif. En effet, le destin du fantasme de maîtrise a conditionné la formation du sujet. Que le fantasme de maîtrise ait échoué à se constituer, c'est la psychose. L'être demeure suspendu dans la fragmentation peu dépassable par ses propres moyens. Que les obstacles intérieurs soient demeurés mal résolus malgré une élaboration partielle du fantasme de maîtrise, c'est la névrose.
que l'énergie investie dans ces obstacles intérieurs ait été libérée et concourt au renforcement du fantasme de maîtrise, c'est-à-dire la constitution du soi, et c'est l'introuvable normalité où le soi ne rencontrerait de limite à son expansion que dans les obstacles extérieurs, présumés objectifs et baptisés réels. Vous savez tout ça, je m'excuse presque de le rappeler. Que l'univers intérieur soit partiellement accessible à la raison, cette forme déplaçable de la répétition et donc de la permanence du sujet, c'est presque un truisme. Non que cet univers intérieur soit par construction raisonnable, il ne l'est pas, mais parce que sans cette possibilité, il n'y a pas de sujet. La raison est un effet de communication. Et que l'univers extérieur soit soumis à la raison, c'est une toute autre affaire. L'ubiquité de la raison, dedans et dehors, est peut-être le fantasme ultime, résidu d'une expérience primordiale et structurante. Voilà la scène posée de ce que j'ai appelé les histoires de mirage, où s'agitent les incertitudes de la raison, à l'intérieur et à l'extérieur, et l'adversaire désigné, celui qui porte à toute force le projet de rationalité. Alors, nous doutons bien que la description de l'univers extérieur que donne la science-fiction, l'espace, etc., est rarement, sinon jamais, conforme à ce qu'en révèle le savoir et les théories scientifiques. Il n'est donc pas surprenant qu'il en aille de même ici, en ce qui concerne l'espace-temps intérieur. La connaissance que peuvent avoir nos auteurs de l'univers psychique est sujette à caution, fonctionne sur les fantasmes de leurs personnages. Ce faisant, ils livrent leurs propres fantasmes et rejoignent par là leur sujet, rendre connaissables les contenus de l'esprit. Il va y avoir là quelque chose à élucider. Quel sens peuvent bien avoir ces représentations fantasmatiques de fantasmes et quels bénéfices nos auteurs peuvent-ils trouver à en proposer? Tout ça sèche. Et d'abord, qu'est-ce qu'un fantasme? Que tout le monde en ait ne nous garantit rien quant à la compréhension que nous en partageons. Nous rêvons aussi et nous ne savons pas naturellement pour autant ce que signifient nos rêves. Je pense que on va consulter les experts, c'est extrêmement instructif. Le vocabulaire de la psychologie, qui n'est pas tout récent, ne nous instruit pas beaucoup. Production imaginaire, production imaginative, rêverie, rêve éveillé. Passons au délire, selon le même ouvrage, il s'agirait, entre guillemets, d'une croyance pathologique à l'effet irréel ou de conception imaginative dépourvue de base. Les thèmes les plus habituels sont les idées de grandeur, de persécution, de jalousie, de culpabilité, etc. Leur justification se fait soit par de fausses interprétations, soit par de fausses perceptions, hallucinations. Il s'agit parfois de constructions plus ou moins incohérentes et fantastiques, purement imaginaires. Alors, cette définition redondante et quelque peu embarrassée indique surtout, si l'on néglige le contenu du délire, qu'il est peu vraisemblable, construction fantastique, et qu'il n'a rien à voir avec le réel, construction imaginaire. Au fond, le trait principal qui caractérise la médecine psychiatrique face au délire, c'est qu'elle n'éprouve que peu de doute quant à la cohérence, la consistance et l'apparence du réel, et que pour elle, le délire et le fantasme, c'est ce qui ne s'y conforme pas. Si on n'aime pas les approches normatives, on peut toujours aller voir du côté de la psychanalyse. Un article important du vocabulaire de la psychanalyse, maintenant je fais une comptabilité si je me souviens bien, j'extrais ces quelques notations. Les termes fantasme, fantasmatique, ne peuvent manquer d'évoquer l'opposition entre imagination et réalité, perception. Si l'on fait de cette opposition une référence majeure de la psychanalyse, on est conduit à définir le fantasme comme une production purement illusoire qui ne résisterait pas à une appréhension correcte du réel. Et surtout, voyons cette définition de principe, scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure de façon plus ou moins déformée par les processus défensifs
l'accomplissement d'un désir et en dernier ressort d'un désir inconscient. Et enfin ceci, dont nous reparlerons peut-être, Freud trouve dans le fantasme un point privilégié où pouvait être saisi sur le vif le processus de passage entre les différents systèmes psychiques, refoulement ou retour du refoulé. Bon, toutes ces définitions soulignent l'existence d'une différence, une opposition relevant apparemment du sens commun entre l'univers du psychisme et le monde réel. Cette différence confère à l'omnipotence du rêveur éveillé son statut d'illusion. Dans la psychanalyse, l'opposition entre imagination et réalité a aussi pour sens de permettre de postuler des règles de fonctionnement de l'appareil psychique, règles distinctes des lois dont la perception structure le réel. Sous la plume d'auteurs de science-fiction, le désir d'omnipotence, toujours présent dans le fantasme, même s'il est voilé ou retourné, ces auteurs les conduit au départ à accepter en apparence seulement la frontière entre imagination et réalité, puis à la refuser ensuite massivement dans le déroulement de leurs histoires. La différence entre univers psychique et monde réel a surtout pour eux, paraît-il, semble-t-il, l'intérêt de permettre sa transgression. Transgression si radicale qu'elle a des effets dans 3 domaines au moins. Elle abolit la frontière entre illusion et réel, tous deux objets de perception, et par là contredit l'expérience commune et la science, en particulier psychiatrie et psychanalyse, si ce sont des sciences. Elle met à l'épreuve, jusqu'à les faire éclater, les règles habituelles, pourtant peu contraignantes de la science-fiction, au point de soulever un problème de définition du genre. Enfin, troisième point, elle met en question la solution de continuité entre psychisme et permet ainsi aux auteurs de se livrer à des agressions d'une grande violence contre ceux, psychiatres ou psychanalystes, qui apparaissent justement comme les gardiens de la barrière entre réel et imaginaire, tel l'ange à l'épée flamboyante de la porte d'Éden. Tous sont terrassés. Subvertir la notion du réel, attaquer le genre dans lequel on écrit, détruire l'image du thérapeute et ainsi lui dénier tout pouvoir, ce n'est pas un mince règlement de compte. La subversion du réel correspond à un débordement du fantasme, de l'appareil psychique, parfois luçat, sur la réalité qu'il modèle à sa guise. Au lieu que le fantasme ou le délire devienne une affaire privée, parfois pitoyable par l'impuissance et l'isolement qu'il suppose, il s'impose ici objectivement aux autres personnages du récit et les met en déroute en sapant leur définition implicite de la réalité. Pour le lecteur et pour l'auteur, naturellement, il en résulte un double effet de jouissance et de terreur. Jouissance de savoir que si on voulait, on pourrait plier le monde à ses désirs. Terreur parce que si on s'y glissait, de se voir affronter un monde sans règles, incertain, imprévisible, en tout cas sans autre causalité que le désir de l'autre, avec une majuscule. On se trouve en sentiment, en présence d'affects très, très archaïques. Ici, c'est le fantasme ou le délire lui-même qui entre en action dans le réel, je parle dans le cadre des histoires, bien entendu, sans même qu'il soit possible de spécifier et donc de structurer les pouvoirs qui permettraient cette action. C'est d'une dissolution de la relation avec le monde, d'une rupture d'un contrat de réalité qu'il s'agit. Le psychanalyste évoquerait sans doute un acting out et songerait à un retour du refoulé. En effet, les règles littérales, le plus souvent implicites, qui structurent tout genre littéraire, du réalisme à la science-fiction, sont ici supplantées ouvertement par des règles secrètes, celles du psychisme, qui sont certes à l'œuvre sur l'autre scène dans toute œuvre littéraire,
mais d'ordinaire masqué par l'écran du refoulement. Est-ce que pour autant, dans ces histoires, l'inconscient enfin se dévoilerait majestueusement? Évidemment non, puisqu'il y perdrait son sens d'être inaccessible. Mais il arrive, comme dans ces histoires, qu'il se laisse entrevoir dans les effets d'une transgression, d'une violation de frontières. Et il dit alors, de cette façon biaisée, qu'il ne supporte pas la réalité, c'est-à-dire la convention. De la sorte, la rupture du contrat de réalité ébranle à leur tour la définition et les frontières de la science-fiction. Celle-ci suppose en général, à l'image de la science, une barrière entre le désir et sa réalisation dans le réel. C'est dans le concret, au travers d'une pratique, par le recours à des principes scientifiques, techniques, que le désir atteint son objet. Lorsque ce détour rationnel se trouve annulé, que l'univers psychique intervient directement sur la réalité, peut-on encore parler de science-fiction, même si on n'attache pas une importance excessive au préfixe science. Mais ici, il est décrit d'un côté un univers bien réel, voire banal, qui satisfait au sens commun, et d'un autre côté, un univers psychique qui fait irruption à le premier. Dans nos mirages, le désir triomphe du réel sans qu'il soit jamais question de culpabilité. Bien au contraire, le coupable à la vindicte désignée, c'est celui qui s'oppose au débordement du désir, psychiatre, psychanalyste, et il en subit toujours les conséquences. Dans le fantastique, le docteur Van Helsing, par exemple, détruit Dracula le vampire. Mais dans nos histoires, c'est le désir qui vampirise le réel et qui punit le thérapeute. Celui-ci apparaît comme le gardien de la raison, de la loi, du réalisme, de la vraisemblance, de l'ordre du monde. Celui qui dénonce, comme dans les définitions citées. Le fantasme, celui qui dénonce donc le fantasme comme illusion, qui dénie la possibilité de la réalisation directe du désir et par là empêche son irruption sans frein. Il donne un visage à ce réel que l'inconscient ne supporte pas. Il est coupable de censure. Pour que cette sentinelle soit mieux bousculée et plus nettement assurer la perméabilité du passage entre univers psychique et univers réel, ce qui précise et accroît la transgression, il faut que ces deux mondes soient également objectivés, et donc que les contenus de l'univers psychique cessent d'être des choses privées pour devenir des expériences s'imposant à tous, des expériences partagées. Ce que les auteurs fantasment, c'est que les contenus de l'esprit peuvent devenir connaissables et modifiables par un autre truchement que celui du langage, par un moyen technologique, une sorte de psychoscope qui en révèle même ce qui se dérobe à l'introspection du sujet. Une fois encore, comme je dis souvent dans la science-fiction, la technique est un moyen de pouvoir. Ils redécouvrent, enfin les auteurs redécouvrent en somme, souvent en ayant conscience d'ailleurs, l'appareil influencé décrit par Victor Toast à partir d'observations cliniques qui semblent caractériser la paranoïa. Mais ici, le paranoïaque retourne la machine contre son persécuteur et en triomphe. Ce qui se trouve évacué du même coup, plutôt chosifié, c'est le transfert, la relation qui s'établit entre le malade et son thérapeute, au sein de laquelle se rejoue, se transporte une situation conflictuelle ancienne et refoulée. Enfin, puisque la machine supplante la relation, elle permet de dénier qu'il se soit jamais passé quelque chose ailleurs que dans le présent. Le fantasme a perdu toute histoire. Le thérapeute agit, au lieu d'écouter d'interpréter, son patient réagit et en général lui donne le pion. De tout dans l'ici et maintenant. Grâce à la machine, le fantasme est devenu un observable, puis un réel, explorable physiquement, susceptible de conquête et d'exploitation, un territoire redoutable pour qui s'y aventure, mais rarement pour celui qui l'a créé. À la limite, le fantasme devient le seul réel,
dont il n'est plus question de sortir, et son créateur à Dieu, dont le diable est le thérapeute. Afin d'illustrer ces idées, depuis les démonstrations, je voudrais brièvement évoquer quelques nouvelles. Alors, ces nouvelles sont issues d'une anthologie ancienne et qui est difficile de trouver, qui était parue dans la grande anthologie de la science-fiction au livre de poche, dans le recueil Histoire de mirage. J'aurais pu retrouver bien d'autres textes. Ces textes sont tous anglo-saxons. J'aurais pu trouver des textes correspondants français. Alors, tout ça aurait représenté une recherche assez longue et lourde, qui, à mon avis, n'aurait rien apporté de plus au fond de la question et qui m'aurait obligé à vous retenir pendant plusieurs heures. Donc, dans une nouvelle de Kingsley Amis, L'existence de Mason, par une transgression relativement mineure, la frontière s'abolit entre le rêve et le réel, et le rêve devient même le contenant du réel auquel il impose sa loi de réalité. L'espace du rêve cesse d'être privé, inaliénable, pour s'avérer collectif. Il envahit. C'est la logique du plus fou qui l'emporte, et la preuve en est donnée par l'évanouissement du raisonneur et donc de la raison. Dans ces brefs résumés ou analyses de nouvelles, je bute évidemment sur un obstacle. Pour bien faire, il aurait fallu que je vous raconte en détail l'histoire de chacune, enfin c'est celle qu'elle raconte, et ensuite que je l'analyse, mais ça nous aura emmené un peu loin. Enfin, dans un autre texte, alors j'ai pressé le citron, si je puis dire. Dans un autre texte, Peter Philip, dans Au bon soin de M. Makepeace, décrit la dissociation d'une personnalité, signalée comme l'effet d'une psychose, qui s'impose à la réalité sous deux aspects. Celui d'un malade qui ne peut pas communiquer, mais aussi celui de son double dissocié, clivé, qui communique par des voix défiant la causalité, des lettres qui ont l'air de sortir de nulle part. Ici, le retour du refoulé fait irruption, non pas dans la conscience, il y a déni par Makepeace de l'origine de ces lettres, mais dans le réel, où ces lettres apparaissent sans expéditeur décelable. Sommes-nous dans le fantastique? Pas tout à fait, puisque le retour à une autorité scientifique, qui s'appelle Feu dehors, ce qui n'est pas un accident, vient valider l'expérience inacceptable. Les vents de Mars de Fritz Leiber, un très grand écrivain de science-fiction, propose une indétermination plus classique entre réalité et imaginaire que la perception demeure impuissante à résoudre. L'hallucination est introduite par un travail de deuil consécutif à la perte de la femme aimée et de la Terre, planète maternelle, dans une guerre atomique. La définition psychiatrique du fantasme est à peu près respectée, n'était la permanence en son sein de la raison et de la culture. Alors vient ensuite un écrivain tout à fait passionnant et paradoxal, trop méconnu, Raphaël Aloysius Laferty, dans sa nouvelle Chrysolite entière et parfaite, l'hallucination collective, qui est à mes yeux en soi une monstruosité nosographique, devient au contraire le mode normal d'existence du réel. Les super-êtres rêvent avec allégresse un monde aussi variable que leur humeur. Le processus primaire a évincé le principe de réalité. Rien n'a de permanence ni de consistance, pas même la mort. Les représentations solides que nous nous faisons de la géographie, ainsi que l'Afrique, l'Amérique, de l'Irlande, ne sont que certaines images de l'inconscient collectif. À la trappe, savant et géographe. L'incantation et la conjuration sont les modes efficaces de la maîtrise du réel. À côté de quoi, la nouvelle de Robert Sheckley et Anne Ellison, Je vois un homme assis, semble presque réaliste. Pourtant, la maladie du héros, paraît-il, entraîne une inversion totale du rapport entre la victime et le monde extérieur. La libido s'extroverse au point que dans un accès cosmique d'érotomanie, c'est le monde entier, objet compris,
qui se met à désirer par éthique. Il y a quelques difficultés pendant que sa chaise. Ainsi aussi, avec dans l'Imagicon de George H. Smith, de facture littéralement plus traditionnelle, une autre inversion du rapport au réel s'instaure. Le renversement du désir. La réalité correspond dangereusement au fantasme idéal et suscite la production du fantasme cauchemar, qui sert sur un mode infantile de par-excitation. Nous voyons ici apparaître une de nos prémices, l'omnipotence n'est pas supportable. L'enfer devient alors l'objet d'un désir secondaire, celui d'échapper à un réel qui satisfait trop bien le désir primaire pour ne pas risquer d'oblitérer le moi. Mais ce réel, justement, ce réel où la plupart des rivaux masculins ont disparu et où la disposition des femmes maternantes est illimitée, à toutes les allures d'un fantasme oedipien. Ainsi, l'Imagicon permet de fuir un réel qui ressemble à un fantasme dans un fantasme qui ressemble à un réel. Je suis obligé peut-être de l'expliquer un peu plus ici. Le personnage utilise la machine de l'Imagicon pour vivre en rêve, en quelque sorte, dans un monde assez désagréable qui correspond à peu près au nôtre, pour fuir dans le réel où le fantasme oedipien se réalise complètement. Là, il y a une nouvelle tout à fait extraordinaire que vous connaissez probablement indirectement, Souvenir garanti, prix raisonnable de Philippe Cadic, dont a été tiré le film Total Recall et la nouvelle la plus perversement caractéristique. À tous, y compris à lui-même, le héros fait jouer un autre rôle que celui qu'ils entendent ou prétendent jouer. Les concepts habituels de la psychanalyse sont ici systématiquement retournés. L'implantation manipulatoire de faux souvenirs de grandeur, l'implantation qui répond à un souhait du héros, est l'occasion du ressurgissement de vrais souvenirs, bien plus invraisemblables et grandioses encore. Et ces souvenirs vrais ont trait à un traumatisme à l'envers, traumatisme positif, trace inversée du traumatisme originel, par exemple la séduction infantile supposée par Freud dans ses premières théorisations. Au lieu d'être menacé par l'entreprise de séduction réelle ou fantasmée d'un adulte puissant, c'est l'enfant qui séduit les extraterrestres redoutables et qui se trouve doté de dons dont le droit à la vie est celui de disposer de la vie des autres sans avoir besoin de sortir de sa passivité. Or, nous savons précisément que c'est un désir de ce type et son déni qui fondent le fantasme originel. Ici, l'événement, aussi improbable qu'irrécusable, a réalisé le rêve de tout enfant, détenir le secret sexuel du monde et mettre dans l'embarras le plus radical, non seulement les manipulateurs vénaux de l'inconscience, des rêves, mais encore les plus hautes figures de l'autorité, l'État. Si vous avez vu le film, qui d'ailleurs trahit très largement la nouvelle, malheureusement, vous savez de quoi je parle. Tout se passe comme si la réalité dans le passé se mettait chaque fois aux ordres du désir dans le présent. L'oubli lui-même, qui correspond selon la conception habituelle à l'amnésie protégeant l'enfant immature contre son incapacité à intégrer l'expérience, l'oubli donc est rationalisé comme une intervention logique et nécessaire des extraterrestres. Par un si rare privilège qu'il en devient jubilatoire, le héros, quoi qu'il ne fasse pas, est gagnant. L'agressivité contre les spécialistes de l'esprit monte d'un cran dans la configuration du rivage septentrional, la fatigue que nous avons déjà rencontré, puisque, au mépris de toute éthique professionnelle, le psychanalyste pervers dérobe à son client pour en jouir son symptôme, son désir et sa vérité. Ce qui est dérobé porte un nom bien clair, la compensation. Et le prix, trop tard découvert, en forme de châtiment de cette compensation que nul n'ose affronter sans préparation, et l'impossibilité du retour, la mort à soi-même, c'est-à-dire par le triomphe de la raison, l'abolition du sujet.
La mise en échec du thérapeute se précise encore dans 3 autres nouvelles, puisqu'il s'y retrouve réduit à la condition du fou, contre laquelle il s'est cru orgueilleusement immunisé. La psychose ici est dangereuse pour ceux qui la soignent sur 3 registres, celui de la séduction, celui du défi que sa résistance oppose à celui qui sait, et enfin celui de l'enfermement. Ainsi, le psychanalyste lumière du visage de Robert Silverberg découvre un psychisme du jeune autiste, un paysage d'une extraordinaire beauté qu'il s'efforce, par goût de l'exploit autant que par compassion, de la persuader de quitter pour se retrouver finalement piégé dans sa retraite secrète. Il a pris sa place. Il en va presque de même dans la nouvelle Le façonneur de Roger Zelazny, qui mérite par sa complexité et sa pertinence psychanalytique une analyse détaillée qui ne va pas être simple à faire, il faut le dire. L'appareil qui permet d'explorer et pour la première fois de remodeler l'inconscient, l'appareil qui permet de remodeler l'inconscient à la forme d'un œuf, symbole narcissique de la régression utérine qui trouve son pendant séculier dans l'usage fait des voitures automatiques dans cet avenir proche. On y est bientôt, rassurez-vous. Le psychanalyste Render s'estime invulnérable parce qu'il a renoncé à la passion depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture. Comme l'œuf, la voiture cocon est donc potentiellement destructrice. Sa maîtresse n'est pour lui qu'un jouet. La faille de sa personnalité que sa compétence lui cache est manifeste dans la façon dont il surprotège son fils. Sa cliente, Hélène, aveugle de naissance, à l'inverse de Deep qui finit sa vie aveugle, lui propose une double énigme. Est-il possible qu'elle voie enfin, grâce à la simulation directe de son système nerveux, grâce à l'œuf, et peut-elle aussi, malgré son infirmité, devenir comme lui, thérapeute neuroparticipante? Donc, thérapeute neuroparticipante, ça veut dire que le thérapeute peut s'introduire, participer au psychisme de son sujet. Cette femme combine donc la féminité redoutable du sphinx et la cécité de l'Oedipe, grâce à quoi elle a déjà sans doute conduit à sa perte un autre thérapeute, pour qui lui prête des yeux, elle devient la Gorgone. Render, psychothérapeute, en acceptant son défi, méconnaît ses propres motivations. L'orgueil de tenter contre la vie de son contrôle, de son maître, une expérience inédite, et par là d'affirmer sa maîtrise, dont il doute donc inconsciemment. L'amour de transfert naissant qu'il développe à d'Hélène et qui est tout à fait imprégné de narcissisme. Ces 2 facteurs le conduisent à négliger les motivations d'Hélène, le désir de perfection qui recouvre un désir de maîtrise symétrique de celui de Render, puisque là aussi, il s'agit de surmonter, pour mieux l'allier, une infirmité. Comme Render a un fils, Hélène a son chien mutant, dont il ne tolère pas davantage l'indépendance. Dans ce jeu de miroir, Render est perdant, quoique voyant, il ne voit pas la faille en soi qu'Hélène a fréquenté plus longtemps que lui. Son dessein, elle, est de voir l'extérieur, et c'est un dessein aussi redoutable que le sien à lui de voir l'inconscient. Et donc incapable de continuer à mener le jeu, il se retrouve prisonnier du fantasme d'Hélène, au fond duquel il rencontre son propre fantasme de mort, son démon personnel, bicéphale, symbole de clivage. Il a peu de chance de ressurgir de son propre inconscient, d'où son maître, son contrôle, s'efforce de le tirer. La défaite du thérapeute est totale, puisqu'il s'est pris à sa propre méthode, à sa propre machine, et qu'il a même mis de la sorte en échec son maître, le créateur de l'œuf. Il y a une nouvelle, moi je vais la sauter parce que le temps passe, un affreux pressentiment dans les buts de l'amour, et où le psychiatre, il est particulièrement grinçant, parce que le psychiatre tente de guérir l'illusion d'un patient qui prétend se retrouver sur un autre monde
transmettre ce livre très longtemps. Comme au travers de ce périple à travers les mirages, c'est la raison du plus fou qui l'emporte. Au fond, il n'y a pas d'illusion, pas de mirage, pas de fantasme, tout est réel. Alors on peut s'interroger à partir de là sur la signification latente de ces nouvelles, et en particulier sur le pourquoi cet acharnement contre les gardiens de la loi. Un certain nombre de raisons superficielles ou triviales viennent d'abord à l'esprit. S'agit-il de la répugnance à l'endroit d'un sacrilège, d'une intervention scientifique dans un domaine interdit, la citadelle purement humaine de l'esprit? Et pourquoi tant d'auteurs de science-fiction, dont la naïveté n'est pas le fort, poserait-il ici un interdit que partout ailleurs il véhicule joyeusement? Est-ce que ça serait la phobie de toute manipulation psychique, bien marquée par le triste sort réservé aux psychanalystes et autres rectifieurs de l'esprit? Et il est frappant que cette crainte, fort souvent et plus légitimement exprimée dans des anti-utopies, n'est pas ici l'occasion d'une condamnation morale ou politique, mais qu'elle disparaît derrière une réaction agressive extrêmement violente. Un choc en retour dont le manipulateur psychique est la victime. Aucun besoin de faire valoir ici les droits inaliénables du malade mental, sinon inconscient, à ce qu'il est, puisqu'il se démontre tout à fait capable de se défendre lui-même. Il semble donc, à mes yeux, s'agir de quelque chose de plus narcissique, beaucoup plus archaïque au sens de la psychanalyse. Ce qui se manifeste là, une réticence générale et bien connue des écrivains, ces praticiens de la psychologie et l'exploitation des fantasmes, à l'encontre des psychologues, psychiatres, psychanalystes, comme une volonté de rester seul sur son terrain. Cette réticence, cette résistance narcissique, s'il en est attestée par la déclaration de nombre d'écrivains au domaine de la science-fiction. En effet, dans toutes ces nouvelles, la double défaite des thérapeutes viendrait appuyer cette hypothèse. Ils sont mis en déroute, non seulement en tant que personnages, mais aussi sur le plan théorique. Leur compréhension des états psychiques est fausse ou insuffisante, ou inopérante, en tout cas incapable de les protéger. Dans l'exploitation littéraire classique de la folie et du délire, c'est avec la raison et ses limites que joue l'écrivain ou avec elle qu'il se débat, mettant en cause le sens commun ou la philosophie. Et ici, c'est avec la théorie du délire de la raison, c'est-à-dire avec un projet de science. Le fantasme, devenu connaissable et théorisable comme un objet de science, peut légitimement entrer dans le réel. Un pas de plus qui est caractéristique de la science-fiction. Alors, cependant, bien que les manipulateurs du psychisme en première ligne apparaissent comme les seuls adversaires désignés à la manip de l'inconscient, c'est autre chose que se prennent les auteurs. Ils s'en prennent à la réalité elle-même en ce que leur la prétention de contraindre le psychisme et de s'opposer à ces données. Lorsque les formations du psychisme font irruption dans le réel à la poursuite des malheureux psychiatres, elles ébranlent ce réel. Et il arrive même de bousculer les structures qui permettent de penser le réel. Nos auteurs vont donc après la science et après la réalité, et seulement secondairement après les gardiens de la notion de réel, du principe de réalité porteur de la science. S'ils mettent en scène ces gardiens, c'est pour attaquer quelque chose de plus fondamental en déniant tous la nature même du fantasme qui exclurait de la réalité. C'est à cet endroit qu'il se passe quelque chose d'intéressant parce qu'ils ne dénient pas en bloc la réalité. Nos auteurs ne sont pas des grands délirants. Ils racontent des histoires, et donc ces histoires soient efficaces, ou bien que la réalité ils conserve des structures reconnaissables. C'est tout juste un incident de frontière, une mise en garde adressée à la réalité. Qu'elle ne se croit pas trop, sinon on verra. Pour l'instant, ces valets sont juste un peu secoués, mais qu'elles prennent garde, on a le moyen de les ramener à la déraison. Nos auteurs dénient que le fantasme soit d'une autre nature que la réalité s'en trouve exclue,
Et en même temps, il lui propose il lui confère une supériorité sur la réalité, puisqu'il la soumet toujours, et il maintient à tout prix une distinction entre fantasme et réalité. Tout ça est fort compris, je crois. Seulement, c'est difficile parce que le sujet est compliqué. Tout ça est fort contradictoire, et il se dégage là une configuration très condensée et archaïque avec laquelle jouent des auteurs qui ne sont pas, je dois rappeler encore une fois, des psychotiques. Cette configuration a trait à la formation du fantasme de maîtrise. Bon, alors je passerai sur des choses que très vraisemblablement vous savez d'ailleurs, qui concernent par rapport à la mère, avec le père. Bon, l'agressivité que nous avons vue à l'endroit du thérapeute s'adresse aussi et surtout à cette production particulière et diminuée de la réalité qu'est le psychanalyste, le gardien de la loi, c'est-à-dire du père. Ce refus et ce déni de la loi du père ont-ils simplement pour sens le désir de rester seul avec la mère, on risque d'être détruit par elle, par abolition de l'identité comme dans la nouvelle de Zelazny, ou de façon plus subtile dans celle de Silverberg, où la jeune autiste joue le rôle du noyau irréductible, la mère frustrante inaccessible. Non, sans doute, car l'agressivité prend dans la nouvelle une tournure particulière, celle de la paranoïa, signée par la persécution de patients et victimes, le plus souvent de la part du thérapeute manipulateur, et votée par l'intervention de machines à influencer. À détruire détruire le gardien de la loi, ce n'est pas seulement éliminer celui qui empêcherait l'accès à la mère, mais c'est aussi et peut-être surtout prévenir l'assaut homosexuel. L'enfant est d'abord entre la mère et le père, puis il retrouve le père entre la mère et lui, et il se représente ensuite entre le père et la mère. La réification du transfert opéré grâce à la machine renvoie à l'analité. Et la crainte de l'agression homosexuelle s'est transformée en son contraire. Le patient possède le thérapeute. La langue vulgaire nous propose un terme plus cru, plus imagé et plus conforme à la situation théorique. Bon, on va abréger, et c'est dommage. Même s'il échoue et s'il est ridiculisé, neutralisé ou détruit dans ses nouvelles et au-delà de ses nouvelles dans d'innombrables textes, le thérapeute manipulateur libère quelque chose de son patient ou le révèle. Il n'est pas si dérisoire ni si impuissant que ça. L'enfant a donc enfin désiré mettre le père, certes diminué, devenu son jouet, son extension entre la mère et lui. Et il retrouve par là de la réalité. Qui plus est, comme ces fantasmes sont des nouvelles et que derrière leurs personnages savants s'appellent masqués des auteurs, ce sont bien ces derniers qui délibérément posent des règles de réalité pour les démentir ou les déjouer. Le thérapeute manipulateur est leur jouet. Le texte est une petite revanche consciente par la frappée du sceau du dérisoire et donc assurer l'impunité sur un autre personnage sûrement encombrant. Il est à mauvais tour joué à la représentation, au simulacre de celui qui sait, le savant, le psychiatre, le psychanalyste, en un mot, l'adulte supposé. Mais nos auteurs manifestent ainsi qu'ils sont moins que d'autres dupes des prétendus pouvoirs de l'imagination et de l'écriture. Parce que le fantasme déchire le réel de l'histoire, la représentation du réel dans toute histoire apparaît pour ce qu'elle est un fantasme. Très net dans l'œuvre de Philippe Cadic qui mériterait un long développement, mais pas ici. Enfin, ces histoires modernes et de science-fiction témoignent d'un avatar singulier de ce délire d'omnipotence
importance parce qu'elles ont des lecteurs. C'est tout le groupe social, les auteurs et les lecteurs de science-fiction, qui s'amusent ici à affirmer contre les règles mêmes, écrites du fonctionnement de l'inconscient, l'irréductibilité de l'inconscient, et qui jubilent de réduire à leur propre caricature les mécanismes dévoilés par la psychanalyse et la psychiatrie. Il y a là l'affirmation triomphante, en somme moderne, au sein même de la modernité, du « nous pouvons vivre fous, nous pouvons vivre comme des fous, nous pouvons vivre nos folies », affirmation que nul n'a peut-être poussée aussi loin que Philippe Cadic. La paranoïa critique protège ici de la folie morcelante à l'intérieur, de la robotisation conformisante à l'extérieur, en bref de la mort psychique. Là, les psychanalystes qui non seulement ne prétendent pas être des gardiens de la normalité, mais prétendent ne pas être des gardiens de la normalité, et en quoi sans doute ils se disent, en quoi peut-être ils se distinguent des psychiatres, j'espère ne pas être lynché à la sortie, sont pris à leurs propres mots. Sans doute n'y a-t-il que dans la science-fiction, parce que ce genre littéraire, à peu près seul, joue avec la théorie et joue avec la science, que ce retournement était possible. Alors on va entamer première table ronde de notre après-midi, qui va s'intituler donc l'imaginaire chez l'enfant et dans la clinique pédopsychiatrique. Moi je m'occupe d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile qui est rattaché au centre intercommunal de Créteil. Alors pêle-mêle, j'avais quelques réflexions. Il y avait aussi ce que par rapport à l'imaginaire, ce que les psychiatres d'enfants peuvent imaginer aussi sur la psychiatrie d'adultes. Alors je vous dis ça parce que justement, je suis pour le dialogue psychiatrie adulte, psychiatrie enfant, et j'ai travaillé pendant très longtemps à la consultation pour adolescents de Champigny, et justement, quand on se disait qu'un jeune devait passer en psychiatrie adulte, comme on dit, certains des collègues imaginaient que ça allait être épouvantable. Donc voilà, pour les relations entre les... De même, moi qui ai fait de la psychiatrie adulte quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir demandé aux collègues de pédopsie de venir nous aider concernant une mère psychotique dont on s'était rendu compte qu'elle était enceinte, juste 3 semaines avant l'accouchement, et en fait on avait été très déçus. Enfin, c'est toute la question de l'imaginaire qui nous anime entre professionnels. Alors l'imaginaire chez les enfants, on pourrait dire plein de choses. Il y a la théorie sexuelle infantile, les contes, tout à l'heure on a parlé de science-fiction, les mangas chez les adolescents, qui lisent énormément de mangas. Je voulais aussi dire qu'en pédopsie on a affaire aux enfants, je dirais, qui sont en panne d'imaginaire, tous ces enfants autistes, pour lesquels, et là je voudrais rendre hommage aux professionnels qui s'en occupent, tous ces enfants petits qui sont en difficulté de développement et pour lesquels les professionnels justement imaginent beaucoup de choses. Alors je vais laisser la parole d'abord au docteur Tristan Garcia-Fons, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, qui est médecin directeur du CNPP et du centre Jean Massé à Montreuil, qui est aussi le membre fondateur du collectif Stop DSM et qui a écrit pas mal d'ouvrages. En particulier, il a dirigé un ouvrage collectif qui s'intitule « Inventer avec l'enfant en CNPP ». Il a aussi coécrit avec d'autres collègues pour en finir avec le carcan du DSM. Voilà, donc il va nous parler de l'imagerie de l'enfance versus imagination de l'enfant. Bonjour et merci de votre invitation. Je compléterai cette présentation en ajoutant que j'ai découvert que j'étais rétro-néo-psychiatre. Donc j'aborderai la question de l'imaginaire et de sa place dans la clinique en vous parlant d'abord de l'imagerie sur l'enfance qui est court actuellement, c'est-à-dire de cette construction d'un ensemble d'images que consomment et qui envahissent les adultes à propos de l'enfance, imagerie que je confronterai, que j'opposerai à l'imagination de l'enfant.
L'imagination de l'enfant relève, enfin l'imagination en général, relève essentiellement d'une fonction créatrice, d'invention, qui ouvre à la connaissance. Et ce qu'on appelle l'imagerie de l'enfance, c'est la fabrique d'images et de représentations qui identifie aujourd'hui les enfants et les adolescents, telle qu'elle s'est déployée dans le discours social ambiant, dominant, et qui traduit une nouvelle invention de l'enfance depuis les années 80. Je dirais d'emblée que cette imagerie, cette fabrique, est à considérer comme un fait social, surdéterminé politiquement et psychiquement. Cette imagerie leurrante se fonde sur l'amnésie infantile de l'adulte, d'une part, et d'autre part, est un produit du capitalisme financier qui surfe justement sur l'infantile de l'adulte, débouchant sur une méconnaissance, un aveuglement sur l'enfant et l'adolescent. Un aveuglement qui peut aller aujourd'hui jusqu'à une entreprise de mort à l'enfance, où l'enfant est naturalisé, animalisé, et où il finit par se réduire à un déchet. L'enfant est considéré tour à tour comme un adulte miniature sur fond de confusion de langue entre adultes et enfants, ou comme un animal nuisible, un sauvageon, ou encore comme une pure victime innocente. Il faudrait tour à tour prévenir l'enfance et s'en prévenir. Du côté des adolescents, dont nous parlera Patrick Alissian, diverses figures dominent les représentations, parmi lesquelles se détache d'un côté l'image angélique d'une adolescence de conte de fées, idéal phallique et narcissique de la société de consommation, et de l'autre son envers, l'adolescent dangereux, diabolique. L'ado d'aujourd'hui a affaire à un discours ambiant qui l'assigne à une place, où il est conduit à revêtir ces diverses figures proposées comme modèles, et est incité à endosser le prêt-à-porter des images de magazines et de la pub, des personnages de films, de jeux vidéo, des avatars virtuels, etc. Les enfants et les adolescents peuvent se voir aujourd'hui identifiés à ces images et au discours qui les accompagne, et se trouver aussi épinglés dans de nouvelles catégorisations. On a construit en effet une nouvelle image de l'enfant. Un enfant troublé et troublant. Un enfant trouble, qu'on pourrait écrire avec un tiret, l'enfant trait d'union trouble, pour souligner que le trouble ne vient pas tant pour qualifier un côté trouble chez l'enfant, mais bien que l'enfant est identifié, assimilé au trouble qu'on lui assigne. Les enfants arrivent de plus en plus en consultation avec une étiquette diagnostique prononcée par le milieu scolaire ou les parents. Mon enfant est Asperger, est dyslexique, hyperactif, etc. N'importe qui aujourd'hui peut faire des diagnostics. L'éducation nationale encourage les enseignants à le faire. Les nouvelles catégorisations ont diffusé dans le discours social ambiant, via les médias et sous l'influence de petits groupes de pression très actifs, dont la rhétorique est reprise par les pouvoirs publics. Cette extension du domaine du trouble, cette mutation anthropologique, ce succès du trouble, ce hit-parade des troubles pour caractériser l'enfant, ce nouveau regard traqueur de troubles chez l'enfant, constitue un fait social qui se traduit par une évolution du discours, la façon commune de nommer les choses, et par des dispositifs mis en place, l'évaluation, les recommandations d'HLS, etc., au sein duquel les nouvelles manières de classer les personnes en catégories psychiatriques jouent un rôle central. Ces classifications sont moins scientifiques que devenues affaires d'opinion, où tous les avis s'équivalent, quelles que soient les compétences, leur expertise, comme on dit aujourd'hui. Donc, quelles que soient les compétences de ceux qui les profèrent. Ce nouveau discours classificatoire, sa terminologie, ont diffusé et pénétré le discours ambiant, si bien que nous parlons cette nouvelle langue consensuelle et l'idéologie qu'elle véhicule sans même nous en rendre compte. La nouvelle langue du trouble requalifie les affects et le malaise. Il s'agit moins d'une évolution dans la façon de penser les états mentaux humains que de l'avènement d'un nouveau langage normatif de la vulnérabilité individuelle, comme l'a souligné le sociologue Alain Ehrenberg. Ce nouveau langage normatif, qui
qui traque la déviance et l'anomalie, selon des critères qui se réduisent souvent en définitive à une morale, est devenu progressivement envahissant et, comme je l'ai déjà dit, constitue un fait social qui se traduit par des dispositifs et des politiques, en particulier au sein de l'école. Les enfants, du fait qu'ils sont nécessairement parlés par les adultes, sont les tout premiers à être catégorisés et identifiés à des désordres. Au centre de cette nouvelle manière d'appréhender l'enfant et l'adolescent et d'établir la distinction entre normal et pathologique, on trouve la classification des maladies mentales devenues hégémoniques dans le monde depuis une trentaine d'années, le DSM. Le terme de trouble qui qualifie l'enfant d'aujourd'hui est en effet une traduction du disorder du DSM. La notion de désordre ou de trouble, employée ici dans le sens de déviation, de dysfonctionnement, a détrôné les concepts de symptômes, de structure et même de maladie. À propos de ce terme de trouble, nous avons oublié le sens du mot trouble, avec tout ce qu'il a d'intéressant et ce qu'il introduit de dynamique. Le symptôme est réduit au signe, le signe comportemental le plus superficiellement visible, pris isolément, est érigé avec le DSM en catégorie. Toute manifestation hors norme, marquant un écart à la norme et aux valeurs idéologiques et morales prédominantes, peut donner lieu à catégorisation des sujets, susceptibles dès lors de bénéficier d'un traitement psychotrope ou comportemental. Cette entreprise systématique signe aussi non seulement un appauvrissement, mais un détournement, un déni de la réalité clinique. Car que nous montrent les enfants que nous ne voyons plus, et en particulier du côté de leur vie imaginaire? Les enfants rêvent, jouent, dessinent, déploient leur imagination, construisent des mondes imaginaires. L'imaginaire ici n'est pas seulement spéculaire ou leurrant, mais permet la symbolisation de la violence traumatique du monde, notamment, conditions d'émergence de nouveautés et puissance de construction qui recompose les données de la perception, d'abord imagée et intuitive. L'imagination enfantine se transforme en pensée représentative, ordonnée par le langage et par la parole signifiante. Dans son séminaire sur la relation d'objet, Lacan pointe l'imaginaire radical du petit Anse. Je cite, « On se demande à tout instant si le petit Anse n'est pas là pour se moquer du monde. Il fait incontestablement preuve d'un humour raffiné, puisqu'il s'agit d'un imaginaire qui joue pour réorganiser le monde symbolique. Pour Lacan, l'imagination permet d'inventer, de se représenter, de symboliser le réel, le trop de réel de l'impulsion en particulier. Il est intéressant aussi de noter que Lacan, dans le même séminaire, invite les analystes à faire preuve, comme Hans, d'imagination, à sortir du convenu. Par exemple, je vous prie un instant d'avoir recours à ce mode qui consiste à faire preuve d'un peu d'imagination. Et, autre exemple, il s'agit pour moi de vous apprendre à imaginer la topographie d'un champ en dehors des itinéraires déjà parcourus. Lacan pointe de façon assez admirative le pouvoir d'invention imaginaire et de production ludique qui voisine souvent avec le mythe du petit Hans, pris comme modèle d'intelligence créative en avance sur celle des adultes. Cette admiration devant l'imagination enfantine qui peut faire défaut à l'adulte rejoint la remarque de Freud dans L'avenir d'une illusion lorsqu'il écrit « Pensez au contraste affligeant qui existe entre l'intelligence radieuse d'un enfant en bonne santé et la débilité de l'adulte moyen. » À la puberté, fantaisies et rêveries dures, de celles qu'on a pu voir en fin de matinée dans la très belle
l'iconographie qui a été présentée du XIXe siècle, fantaisie et rêverie diurne se développent, remplacent le jeu. Dès lors, écrit Freud, le désir utilise une occasion du présent pour ébaucher une image d'avenir d'après le modèle du passé. La fantaisie adolescente, comme les autres productions psychiques, concerne, écrit-il joliment, passé, présent et avenir donc, comme enfilés sur le cordeau du désir qui les traverse. Pour réaliser cette opération, il faut une occasion dans le présent qui a été en mesure de réveiller un des grands désirs de l'individu. À partir de là, il se reporte sur le souvenir d'une expérience antérieure, la plupart du temps infantile, au cours de laquelle ce désir était accompli. Et il crée maintenant une situation rapportée à l'avenir qui se présente comme l'accomplissement de ce désir. On saisit ici combien l'adolescence est créative par structure, là où l'adulte a honte de ses fantaisies et les dissimule aux autres comme de quelque chose d'infantile et d'interdit, ajoute Freud. On rencontre en français un problème pour traduire le mot allemand fantaisie, et on a à choisir entre la notion de fantaisie qui renvoie à la vie imaginative et aux scènes visuelles, plus ou moins empreintes de fantasmagorie, et le concept de fantasme avec le statut qu'il a acquis dans la psychanalyse. Ces fantaisies imaginatives qui font coexister le vrai et le faux, la réalité et le fantasme, et qui peuvent parfois abuser les adultes qui les accueillent comme réels, permettent un travail de réécriture de l'infantile. Selon Lacan, la vérité elle-même, dont on a déjà parlé aussi ce matin, a structure de fiction. La réalité psychique est constituée de ce que l'enfant a vu ou entendu, ce dont il a été affecté sans le comprendre, sinon dans l'après-coup. Vous savez que l'imaginaire, selon Lacan, a d'abord été défini à partir de sa conceptualisation du stade du miroir comme le registre du leurre et de l'identification. L'imaginaire est alors synonyme de faux, illusoire, leurre et associé au mirage narcissique. Pourtant, Lacan écrit « Sans doute l'imaginaire n'est pas l'illusoire et donne-t-il manière à l'idée ». Et le dernier temps de l'enseignement de Lacan marque en effet un décrochage. Le symbolique perd sa fonction de réduction de l'imaginaire, et c'est à l'imaginaire que revient la fonction de faire tenir ensemble les trois registres de la vie psychique. Tout ce qui se trouve investi dans le rapport de l'autre est rabattu sur la fonction originaire de rapport au corps dont on a l'idée de soi-même comme ego. Une certaine primauté du corps vient ainsi prendre la place de celle du symbolique. Ainsi, l'image, dans le dessin de l'enfant par exemple, renvoie à l'image du corps et les facteurs imaginaires relèvent de la fonction fondamentale de l'image du corps dans la constitution du moi. Toute la richesse et la complexité des productions enfantines qui relient le corps, l'expérience affective, relationnelle et sexuelle et leur symbolisation tentent aujourd'hui à être déniées ou font l'objet d'un refoulement massif par la néo-construction de l'enfant du trouble. Je prendrai l'exemple du TDAH qui est à cet égard paradigmatique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme, donc, trouble déficit de l'attention avec ou non hyperactivité. Il est intéressant de savoir que le préalable de la commission qui a travaillé à l'HAS sur la recommandation destinée aux généralistes concernant la conduite à tenir devant un enfant TDAH, recommandation qui va sortir prochainement. Donc le préalable du travail de cette commission, ça a été de poser la reconnaissance a priori de l'existence du TDAH. Ainsi, il était demandé dans cette instance, qui se présente comme soutenant une approche scientifique, evidence-based medicine, de commencer par établir une croyance a priori.
C'est une des raisons qui a fait que les représentants de l'API ont quitté cette commission. Mais la question, en réalité, ce n'est pas de savoir si le TDAH existe ou pas, au sens où on croit à une vérité révélée. Il s'agit de savoir de quoi on parle. Si l'on parle de la catégorie ou de l'entité clinique psychiatrique, le TDAH n'existe pas au sens où il n'a aucune validité clinique. Je rappelle que cette notion de validité clinique suppose que la définition d'une maladie, pour être valide, doit permettre de la distinguer des autres maladies et de la normalité. Le préambule du DSM-4 reconnaissait d'ailleurs explicitement que la validité des définitions proposées n'était nullement prouvée, en particulier, et c'est le cas du TDAH, parce que la comorbidité est la règle et non l'exception, et surtout parce que la frontière entre état pathologique et normalité est extrêmement floue. En revanche, le TDAH existe bien, mais comme fait social, qui répond à deux registres de détermination. Premier registre, le TDAH est un pur objet de marketing de l'industrie pharmaceutique, support de vente d'un produit, le méthylphénidate, et pour qui l'enfant est un objet à exploiter en tant qu'il est l'acide pour ce produit. Deuxièmement, le TDAH est la forme que le discours actuel produit pour parler du trouble que suscite l'enfant chez l'adulte, un trouble qui se résume au trouble de l'infantile de l'adulte. De ce point de vue, il ne renseigne que sur l'adulte contemporain, agité et inattentif, sur son imaginaire et ses fantasmes. Ces fantasmes, on pourrait les écrire, par exemple, comme l'a fait Yann Diener pour le livre, pour le titre de son livre, « On agite un enfant ». On pourrait dire aussi « On excite un enfant » ou encore « On néglige » ou « On ignore un enfant ». Cet imaginaire fantasmatique, sur fond de trouble infantile de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, est un imaginaire vecteur de méconnaissance. C'est une imagerie errante qui rend aveugle et sourd, et notamment à ce que les enfants manifestent comme vie imaginaire, à ceux qu'ils inventent, construisent, ordonnent. Certains adultes, heureusement, et en particulier ceux qui font œuvre créative, cherchent à approcher la réalité enfantine. À titre d'exemple, je vous lis un extrait de Peter Pan, pas celui du film de Walt Disney, mais de l'œuvre originale de James Matthew Barney, romancier écossais contemporain de Freud, et décédé comme lui à Londres, mais 2 ans plus tôt Freud. Le pays imaginaire est toujours plus ou moins une île, avec d'étonnantes taches de couleurs ici et là, des récits de corail, un bateau peu rassurant au large, des repères sauvages et inaccessibles, des gnomes qui sont surtout des tailleurs, des grottes où coule une rivière, des princes avec 6 grands frères, une hutte sur le point de s'écrouler et une très vieille femme au nez crochu. Sur ces rivages magiques, les enfants qui y jouent font invariablement accoster leurs petits canots. Nous y sommes allés nous aussi. Nous pouvons encore entendre le bruit des vagues, mais nous n'y aborderons plus jamais. Il nous faut aujourd'hui beaucoup d'attention et de calme en nous. Un trouble de l'attention qui pourrait s'appeler attention flottante, une sorte de syndrome d'attention mais sans précipitation, pour pouvoir encore entendre ce bruit des vagues au travers du brouillage, de l'imagerie visuelle et sonore ambiante. J'enchaînerai sur une courte séquence clinique concernant un garçon venu au CNDP avec ses parents, ainsi que son frère jumeau, pour des difficultés scolaires à propos desquelles il nous dit, dès la première rencontre, l'école ne sert à rien,
il faudrait que ce soit les parents qui apprennent. Assez rapidement, c'est sa problématique d'angoisse phobique qui va émerger, notamment lorsqu'il refusera de partir en séjour de classe verte. Ce garçon met à profit ses séances pour dessiner de façon flamboyante des scènes de guerre violente, où son désir de prendre la place de son père est exposé à ciel ouvert, en même temps qu'il montre une assez grande inhibition verbale. Lors d'une séance où il se montre d'abord muet, et où je lui demande assez banalement « À quoi tu t'intéresses en ce moment ?», il me fait part de son vif intérêt pour une histoire que leur a lue son institutrice et qui occupe ses pensées. Voici le début de l'histoire qu'il me raconte. Un garçon a été très troublé par les propos d'un de ses camarades qui a dit qu'il n'était pas le fils de ceux qu'il croyait ses parents, et que sa place dans sa si belle maison entourée des siens ne lui était pas assurée. Rentré chez lui, il interrogeait père et mère qui l'ont plutôt rassuré. Mais un doute a subsisté, qui l'a conduit à aller interroger une jeune fille assez étrange, connue pour pouvoir apporter des réponses aux questions. Et sa question, mes parents sont-ils bien mes vrais parents? Et à sa question, elle a répondu, ton destin est tracé, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Je ne sais plus à quel moment de son récit, cet enfant attentif à mes réactions, pendant que je l'écoutais, s'est soudain arrêté et m'a interrogé. Tu connais cette histoire? Cette thérapie, si bien engagée avec ce garçon, a été interrompue brutalement par les parents, pas du tout prêts à entendre autre chose que les diagnostics de troubles et les rééducations censées y remédier, pour lesquelles ils étaient venus et dont ils ne pouvaient accepter qu'elles soient différentes de celles du frère jumeau. On voit par là que l'angoisse de séparation et de castration dans cette famille trouve un point d'appui dans le discours de l'enfant du trouble dont je vous ai parlé, avec ses deux visages, celui qui ordonne de jouir, la jouissance immédiate du consumérisme, ce que Jean-Pierre Lebrun appelle la perversion ordinaire dans la société actuelle, mais qui dans le même temps interdit et dénie la valeur de l'imagination de l'enfant dans ce qu'elle invente comme solution créative, et y compris dans le symptôme. Accueillir cet imaginaire suppose que l'adulte puisse se laisser troubler par sa propre névrose infantile, réveillée ou surprise par l'enfant ou l'adolescent, ce qui n'a pas que des inconvénients. Pour terminer, je vous ferai partager ce que m'a dit il y a quelques jours un jeune collègue de mon CNDP. La seule chose qui m'intéresse, c'est la clinique avec les enfants, qui nous aide à être moins cons.